Bonjour à tous, je suis Anne-Catherine Dumortier, docteur en pharmacie et naturopathe, responsable du département sciences d'Energetica Natura pour la France. Energetica Natura est une entreprise de compléments alimentaires spécialisée en santé intégrative et fonctionnelle. Chez Energetica Natura, nous sommes en permanence à la recherche de nouveaux outils et supports de formation. C'est pourquoi je suis vraiment ravie de lancer cette série de podcasts, les Capsules Pro Energetica Natura. Ces capsules pro seront pour vous de formidables rendez-vous de formation en médecine fonctionnelle et santé intégrative. Nous y aborderons des thématiques que vous rencontrez chaque jour dans vos cabinets et pour lesquelles des thérapeutes experts partageront leurs connaissances et leur expérience pratique. Cela vous permettra d'acquérir de nouvelles clés de compréhension et d'enrichir votre pratique. Retrouvez-nous régulièrement pour ces rendez-vous destinés aux professionnels de santé. Pour ces podcasts, nous aurons l'honneur de recevoir des experts. Les thèmes abordés seront traités sous des angles très pratiques, illustrés d'études scientifiques récentes, et cela vous permettra d'enrichir vos connaissances, de développer votre pratique et de mieux accompagner vos patients, que vous soyez expert ou débutant. Alors bienvenue dans nos podcasts et laissez-vous inspirer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos capsules pro Energetica Natura consacrées au coenzyme Q10. Aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir le docteur Aurélien Nunes, qui est médecin généraliste, spécialisé en médecine fonctionnelle, spécialisé également en micronutrition, hormonologie et microbiote intestinal. Il va nous exposer aujourd'hui les bénéfices du coenzyme Q10 dans la santé cellulaire et dans la prévention des maladies chroniques. Bonjour Aurélien et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce podcast. Bonjour, merci de me recevoir. Pour commencer, pouvez-vous expliquer à nos thérapeutes exactement ce qu'est le coenzyme Q10? Bien sûr, donc le coenzyme Q10, il a été découvert en fait en 1957 par Frédéric Crane. Donc c'est une molécule qui est présente partout dans notre corps. Il faut savoir qu'en moyenne, un adulte en bonne santé possède environ 1 gramme de coenzyme Q10, qui représente tout de même 600 milliards de molécules essentielles pour notre santé. C'est une molécule qui fait en fait actuellement l'objet de plus de 17 000 publications scientifiques sur PubMed, notamment pour ses bénéfices pour la prise en charge des maladies chroniques et aiguës. Le coenzyme Q10, donc, c'est une molécule qui appartient à la famille des ubiquinones, comprend aussi donc, le coenzyme Q9 et le coenzyme Q11, qui sont des molécules qui sont présentes en faible quantité dans notre organisme, et on ne connaît pas encore bien leur rôle. Est-ce que vous pourriez nous expliquer exactement en quoi la structure du coenzyme Q10 impacte sa fonction? Oui, bien sûr. Donc, d'un point de vue chimique, le coenzyme Q10, en fait, il est constitué d'une part d'un groupe benzoquinone, ce qui va lui permettre en fait de soutenir des cycles d'oxydoréduction continus et en plus d'être un excellent transporteur d'électrons. Et en plus, il va avoir en fait une chaîne latérale polyprénoïde qui est composée de plusieurs groupes isoprénoïdes, donc 10, et c'est ça qui confère au coenzyme Q10 son nom. Et en fait, cette chaîne, elle va être aussi responsable de la liposolubilité du coenzyme Q10, ce qui va lui permettre de se déplacer dans les membranes cellulaires et mitochondriales. Donc c'est vraiment cette structure unique qui combine ces deux éléments qui vont permettre au coenzyme Q10 d'être présent partout dans l'organisme, puisque contrairement à ce que l'on pense, il n'est pas que présent au niveau des mitochondries, mais il est aussi présent donc dans la circulation sanguine, par exemple, uni aux protéines, aux lipoprotéines circulantes, et il va aussi être présent dans toutes les membranes cellulaires. Il existe deux formes de coenzyme Q10, l'ubiquinone et l'ubiquinol. Est-ce que vous pouvez nous donner l'importance de ces deux formes l'une par rapport à l'autre? Alors tout à fait, c'est une autre singularité fascinante du coenzyme Q10, c'est qu'il existe dans l'organisme en fait sous deux formes qui coexistent et qui vont s'interconvertir en fait en fonction des besoins de l'organisme. Donc la première forme, c'est l'ubiquinone qui va être la forme oxydée coenzyme Q10, et la deuxième forme, c'est l'ubiquinol qui va être la forme réduite. Dans notre organisme, il existe des organes plus riches que d'autres en coenzyme Q10. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu lesquels sont vraiment plus dotés en coenzyme Q10? Bien sûr, tout à fait. Donc, les organes qui sont le plus riches ou que les concentrations les plus élevées en coenzyme Q10, ça va être tout d'abord le cœur, le foie, ça va être les reins, le muscle, le cerveau, puisque ce sont en fait des organes qui ont des besoins métaboliques très importants. Et donc, ça montre en fait aussi l'intérêt, l'importance du coenzyme Q10 pour soutenir le métabolisme énergétique de ces tissus. Alors maintenant qu'on sait ce qu'est le coenzyme Q10, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où il vient? Comment est-ce qu'il est synthétisé dans notre organisme?
Tout à fait. Donc en fait, le coenzyme Q10, d'une part, il va être, enfin les 2 tiers du coenzyme Q10 que l'on possède, il va être synthétisé, de novo par notre organisme, par un processus complexe biochimique en plusieurs étapes. Donc d'une part, bah, ce noyau de benzoquinone, lui, va être dérivé d'une voie biochimique à partir de la tyrosine. C'est pourquoi il faut faire particulièrement attention à la consommation de protéines de nos patients et en particulier les patients qui ont adopté une alimentation végétarienne ou végétalienne. Et d'autre part, la chaîne latérale, donc isoprénoïque, elle va être dérivée de l'acétyl-CoA à partir de cette fameuse voie du mévalonate. Donc c'est une voie qui est particulièrement connue dans le monde de la médecine et de la pharmacologie, puisque c'est également la voie qui est responsable de la synthèse de notre cholestérol. Et c'est aussi sur cette voie qu'agit une famille de médicaments extrêmement prescrits dans le monde, qui sont les statines, qui ont donc un effet hypolipémiant. Voilà, en gros, comment est synthétisé le coenzyme Q10. Donc, il y a les 2 tiers du coenzyme Q10 qui sont synthétisés de façon endogène à partir de tyrosine et le troisième tiers qui provient de l'alimentation. Est-ce qu'il y a certains aliments plus riches que d'autres et plus bénéfiques de l'autre pour soutenir notre statut en coenzyme Q10? Donc, bah, le dernier tiers exactement du coenzyme Q10 provient de l'alimentation. Dans les aliments les plus riches en coenzyme Q10, on a notamment les abats comme le cœur et le foie. On a aussi les viandes rouges et puis tous les poissons gras comme les sardines, les maquereaux, les harengs. Euh, voilà, donc comme quoi ces poissons gras ne sont pas que bons pour les oméga 3, mais aussi pour avoir des bons niveaux de coenzyme Q10. Quels sont les principaux facteurs limitants qu'on va rencontrer quand on veut optimiser le statut d'un patient en coenzyme Q10? Quels sont les éléments qui peuvent bloquer cette optimisation? Alors, le premier obstacle majeur est la faible biodisponibilité orale du coenzyme Q10. En effet, seulement 5% du coenzyme Q10 que nous ingérons par voie orale va réellement atteindre les tissus et le sang. Le reste va être éliminé dans les selles, notamment après avoir réalisé le circuit entérobiliaire. Donc, en raison de sa liposolubilité, le coenzyme Q10, comme en fait toutes les substances liposolubles, va avoir besoin, d'une optimisation de la digestion des graisses pour augmenter son absorption. Donc, il est important d'une part déjà de rééquilibrer l'acide biliaire des patients. C'est aussi important de prendre en charge le stress chronique des patients qui est extrêmement présent dans notre société moderne et qui va entraîner en fait une libération inappropriée de bile en dehors des repas. Et puis, je pense notamment aussi à tous les patients qui ont subi des chirurgies digestives, comme une cholécystectomie par exemple, et qui vont avoir besoin d'un remplacement de bile à vie pour améliorer leur absorption des graisses et donc du coenzyme Q10. Et donc, dans ces interventions chirurgicales, on peut aussi penser à tous les patients qui ont subi une chirurgie bariatrique, en particulier dans les cas où on leur a fait une dérivation biliopancréatique. Et dans ces cas-là, l'absorption du coenzyme Q10 pardon, sera fortement diminuée. Alors, compte tenu des difficultés d'assimilation du coenzyme Q10, est-ce que tu peux nous donner les critères de qualité à rechercher dans les compléments alimentaires de coenzyme Q10 pour optimiser le statut des patients? Donc en effet, il est crucial de choisir des suppléments de haute qualité, dont l'absorption et la biodisponibilité ont été améliorées pour garantir justement que le coenzyme Q10 atteigne efficacement les tissus et exerce des bénéfices physiologiques de manière optimale. Pardon. Et donc c'est notamment ce qu'on retrouve dans les formes de coenzyme Q10 qui sont microémulsionnés, entre autres. On a vu donc que le coenzyme Q10 avait une faible biodisponibilité. Est-ce qu'il existe d'autres facteurs à optimiser dans l'organisme pour optimiser son statut? Voilà, donc un autre facteur limitant de l'absorption du coenzyme Q10, c'est notamment donc, la prise de statine que j'ai évoqué précédemment. Donc, c'est des médicaments qui vont donc inhiber la fabrication de coenzyme Q10, puisqu'ils agissent sur la voie du mévalonate qui est commune au cholestérol. Et donc, chez ces patients-là, il faut faire particulièrement attention à leur niveau de coenzyme Q10, ne pas hésiter à les supplémenter, puisqu'en plus, le coenzyme Q10 exerce de très nombreux effets bénéfiques cardiovasculaires qu'on va développer dans un prochain podcast. Est-ce qu'il existe, en plus des personnes qui sont sous statine, des personnes particulièrement en besoin de coenzyme Q10? Exactement, donc je pense notamment aux patients et aux personnes âgées en règle générale, dont la production en coenzyme Q10 a commencé à décliner dès l'âge de 20 ans. On estime d'ailleurs que la concentration myocardique de coenzyme Q10 à l'âge de 65 ans est la moitié par rapport à 20 ans. Donc ce sont évidemment des populations qui sont particulièrement vulnérables et affectées par les déficits en coenzyme Q10,
d'autant plus que c'est aussi des populations qui sont particulièrement touchées par les maladies chroniques et par les maladies cardiovasculaires en particulier. Je pense aussi notamment aux sportifs qui vont avoir tendance à surconsommer ce coenzyme Q10, donc il ne faut pas hésiter chez ces patients-là à vraiment, apporter une supplémentation. Et enfin, bah, les patients atteints de maladies chroniques, qui vont aussi surconsommer le coenzyme Q10, mais cette fois-ci par le même mécanisme, qui est le stress oxydatif important dont ils vont souffrir. Et dans votre pratique, Aurélien, quelle serait la supplémentation idéale en coenzyme Q10, en particulier en ce qui concerne le dosage? Sur le dosage, déjà, si on regarde les études suggèrent qu'on peut donner des doses jusqu'à 2 400 milligrammes par jour de coenzyme Q10, que c'est bien toléré. Cependant, les doses thérapeutiques qu'on donne en général, c'est entre 100 milligrammes à 400 milligrammes par jour, idéalement administrées en plusieurs prises pendant les repas, justement pour améliorer cette absorption. Est-ce qu'il existe dans les complémentations en coenzyme Q10 des effets secondaires à observer? Est-ce qu'ils sont fréquents et s'il y en a, quels sont-ils? Donc, il existe effectivement des effets secondaires, dans la prise de coenzyme Q10. Néanmoins, ils apparaissent en général pour des doses supérieures à 2 400 milligrammes par jour, qui sont des très grosses doses. En général, c'est des effets secondaires, digestifs avec des douleurs abdominales, des selles molles, mais qui, en général, cèdent dès l'arrêt de la complémentation. Et vous, concrètement, dans votre pratique, quelles sont les formes que vous recommandez de coenzyme Q10? Donc, quant à la forme de coenzyme Q10 à utiliser entre l'ubiquinone et l'ubiquinol, il y a souvent un débat au niveau, de cette question-là. Donc il n'y a pas de consensus clair, en fait, sur la question, en tout cas d'un point de vue des études scientifiques que j'ai pu consulter. A priori, aucune des 2 formes semble supérieure à l'autre. Néanmoins, c'est quand même important de prendre en compte que la majorité des essais cliniques randomisés à ce jour ont été réalisés avec de l'ubiquinone. On parle souvent du coenzyme Q10 comme un nutriment de soutien de l'activité mitochondriale. Sur quel mécanisme cela repose-t-il et pourquoi? Donc en fait, le coenzyme Q10, c'est avoir une action, importante au niveau des mitochondries. Tout d'abord, bah, parce qu'il va faciliter la production d'ATP, puisque c'est un élément clé de la chaîne respiratoire des mitochondries. Notamment, il aide le passage des électrons du complexe 1 au complexe 3. Et puis en plus, donc le coenzyme Q10, il va avoir une action au niveau des protéines découplantes, ce qui va permettre, de, réguler donc, les phénomènes de thermogénèse au niveau des mitochondries et aussi de stress oxydant le long de cette chaîne respiratoire. Donc le coenzyme Q10, il va vraiment, se positionner comme un gardien de l'énergie cellulaire et un protecteur, des mitochondries, leur permettant d'assurer un bon fonctionnement de ces dernières. Au-delà des mitochondries, il existe d'autres propriétés attribuées au coenzyme Q10. Est-ce que Tout tu peux nous en dire un petit peu plus? Tout à fait. Donc, au-delà des mitochondries, le coenzyme Q10 présente de nombreuses, fonctions bénéfiques, notamment, son action de protection des membranes cellulaires, contre les radicaux libres. Il inhibe en particulier tous les phénomènes de peroxydation des lipides et puis il va aussi avoir une action de protection, pardon, des vitamines antioxydantes comme la vitamine C, la vitamine E, notamment prolongeant leur durée de vie. Donc en plus, le coenzyme Q10 va aussi protéger les lipoprotéines circulantes, des dommages oxydatifs et donc il va contribuer à améliorer la santé cardiovasculaire des patients et puis enfin, le coenzyme Q10, c'est aussi un régulateur épigénétique important de nombreux gènes impliqués notamment donc, dans le métabolisme des graisses, dans l'inflammation, dans la signalisation cellulaire. Le coenzyme Q10 est bien connu donc dans son rôle de soutien et de prévention dans les maladies chroniques et dans le vieillissement, en particulier par ses effets bénéfiques sur le stress oxydant. Par quel mécanisme est-ce qu'il agit? Donc, bah, le coenzyme Q10, évidemment, il va avoir une action antioxydante puissante. Il va avoir une action directe tout d'abord et une autre action plutôt indirecte. Donc, directement, pourquoi? Bah, parce qu'il va neutraliser directement les radicaux libres donc de l'oxygène. En particulier, je pense au radical superoxyde ou au radical hydroxyle, qui sont générés lors des réactions de Fenton pardon, ou de Haber-Weiss, qui impliquent donc de base bah, du peroxyde d'hydrogène ou des métaux de transition. Et puis, bah, il va avoir des effets secondaires, antioxydants secondaires, je les ai déjà nommés, mais c'est, la protection des membranes, contre les peroxydations lipidiques et puis la protection de la vitamine C, de la vitamine E. Et puis enfin, bah, il va aussi avoir, une action antioxydante au niveau des mitochondries, notamment par son action sur ces protéines découplantes, qui va jouer un rôle crucial, en fait, dans la régulation du stress oxydant qui est généré constamment au niveau de cette chaîne, respiratoire mitochondriale. Est-ce qu'il existe des moyens, des analyses pour objectiver cette influence du coenzyme Q10 sur les marqueurs du stress oxydant? Tout à fait, donc il existe de nombreuses revues systématiques et méta-analyses d'essais cliniques randomisés en double aveugle.
où notamment, je pense à deux études, une en 2020, une en 2022, qui ont montré notamment qu'une supplémentation en coenzyme Q10 à des doses de 100 mg par jour ont permis d'augmenter significativement l'activité et les niveaux de la catalase et la superoxyde dismutase, qui sont deux enzymes antioxydantes. Et puis, dans ces études aussi, ce qu'on a pu voir, c'est une réduction significative de marqueurs d'oxydation, notamment comme le malondialdéhyde. On sait hein, que le stress oxydant, c'est un des éléments qui va accélérer le développement des maladies chroniques. L'inflammation systémique de bas grade fait aussi partie de ces éléments déclencheurs. Comment est-ce que le coenzyme Q10 va avoir un impact sur cette inflammation systémique de bas grade? Donc le coenzyme Q10 va effectivement avoir un impact sur l'inflammation systémique de bas grade, qui, je le rappelle, est aussi une des causes profondes des maladies chroniques et du vieillissement. Donc tout d'abord, en fait, le coenzyme Q10 va avoir une action puissante sur la voie de l'AMPK, donc qui est une protéine kinase qui régule en fait plusieurs processus intracellulaires, y compris l'inflammation. Donc l'activation de cette AMPK va inhiber la voie intracellulaire de l'inflammasome NLRP3, ce qui va réduire en fait la synthèse et la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires comme l'interleukine 1, l'interleukine 6, l'interleukine 18, notamment par les lymphocytes. Donc déjà, ça va avoir une première action anti-inflammatoire. Et puis ensuite, le coenzyme Q10, de par son action antioxydante, va réduire donc cet environnement pro-oxydant. Et ça va permettre d'inhiber l'activation du facteur de transcription NF-kappa B, notamment au niveau des lymphocytes B, et ce qui va permettre de limiter la production et la synthèse de cytokines pro-inflammatoires, comme de nouveau l'interleukine 6 ou la protéine C réactive, ou encore le facteur de nécrose tumorale alpha. Est-ce qu'il existe des analyses pour objectiver l'efficacité du coenzyme Q10 sur cette inflammation systémique de bas grade? Donc là encore, il y a des études qui ont été publiées sur le sujet. Encore une fois, c'est des revues systématiques et des méta-analyses. Il y en a notamment deux auxquelles je pense, une en 2017 et une en 2019, qui ont démontré que des doses de coenzyme Q10, là ça variait entre 60 et 500 mg par jour, pouvaient réduire de manière significative des marqueurs de l'inflammation comme l'interleukine 6, comme le facteur de nécrose tumorale alpha, ou encore comme la protéine C réactive, en seulement un mois. Et donc, ces résultats clairement montrent l'intérêt potentiel du coenzyme Q10 comme une molécule anti-inflammatoire et pas seulement antioxydante. Donc voilà, on a parlé du stress oxydant, on a parlé de l'inflammation systémique de bas grade. On sait que l'hyperinsulinisme, c'est aussi un des grands facteurs qui va contribuer au développement des maladies chroniques et du vieillissement. Est-ce que le coenzyme Q10 a un impact sur l'hyperinsulinisme? Alors là encore, c'est intéressant puisque le coenzyme Q10 a effectivement un impact sur l'hyperinsulinisme et sur la résistance à l'insuline. Donc tout d'abord, il va agir directement en réduisant encore une fois le stress oxydatif, en améliorant la fonction mitochondriale, qui sont deux facteurs que l'on sait qui sont impliqués dans la perturbation de la régulation de la glycémie et la sécrétion d'insuline. Et puis le coenzyme Q10, il va avoir en fait aussi une action au niveau des cellules bêta du pancréas, qui sont responsables donc de la sécrétion d'insuline pour abaisser la glycémie. Il faut savoir que ces cellules, en fait, elles nécessitent une bonne production d'énergie pour pouvoir déclencher l'exocytose des vésicules sécrétoires d'insuline. Et puis enfin, le coenzyme Q10, à travers son effet anti-inflammatoire que l'on vient d'évoquer, va permettre de réduire l'hyperinsulinisme, puisqu'on sait qu'au niveau biochimique, les voies de l'hyperinsulinisme et de l'inflammation sont étroitement liées. Donc, si on baisse les niveaux d'inflammation, il est possible de diminuer la résistance à l'insuline. Merci beaucoup Aurélien pour toutes ces informations qui vraiment nous donnent une nouvelle grille de lecture pour accompagner vos patients. C'était passionnant, beaucoup d'informations. Dans le prochain épisode qui sera disponible en live dès le 26 novembre, nous aborderons avec Aurélien Nunes un autre thème autour du coenzyme Q10 qui sera plutôt autour des maladies cardiovasculaires. Merci Anne-Catherine pour ton invitation. Et puis au plaisir de vous retrouver dans le prochain épisode sur le rôle du coenzyme Q10 dans la prise en charge des maladies cardiovasculaires et métaboliques. En cliquant sur le lien ci-dessous, vous pourrez accéder à ce podcast, vous pourrez donc le revisionner. Vous pourrez également découvrir l'ensemble de notre offre de formation dans notre espace académie. Enfin, vous pourrez découvrir les solutions thérapeutiques Energetica Natura et les produits en lien avec le podcast du jour présenté par Aurélien Nunes. Merci beaucoup, à bientôt.